Bonjour à tous. Donc on revient ici au cours de bio. On continue par rapport à ce qu'on avait fait la fois dernière. Comme d'habitude, on va faire un petit rappel. Alors, juste passer en mode lecture. Donc on avait vu le transport transmembranaire, on s'était arrêté là avec le transport passif, le transport actif et le transport secondairement actif, donc ou actif secondaire, qui bénéficiait d'un transport actif, qui était passif, mais qui bénéficiait d'un transport actif dans un premier temps, qui lui permettait ensuite de faire passer de manière passive les éléments d'un côté à l'autre de la membrane. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu la fois dernière, et on s'était arrêté là-dessus. Avec, en conclusion, la phagocytose, pinocytose et endocytose spécifiques, et on avait vu avec la formation ici justement de ces vésicules entourées de clatrine, vous vous souvenez, quand on parlait l'endocytose spécialisée ou spécifique, on avait ici formation de clatrine. On verra les différentes fibres plus loin dans le cours, dont la clatrine qui joue un rôle particulier. Alors, maintenant on va continuer avec les composants de la cellule. Ok, donc on a vu déjà un des composants qui est celui qui est juste après, mais j'avais déjà fait un saut dans la présentation, puisque on avait parlé des sucres, du rôle du sucre dans le corps et dans la cellule. Et donc on avait vu que le sucre, on allait le trouver aussi bien ici au niveau des glycocalyx, si vous vous souvenez, le glycocalyx qui était donc bien au niveau de la membrane des protéoglycanes, donc des protéines accrochées à des sucres, qui allaient faire une sorte de fibre, de manteau, si vous voulez, tout autour de la cellule. On avait vu par exemple que ça avait un rôle particulier au niveau des cellules épithéliales de la cornée, en disant ben voilà, ça va maintenir le film lacrymal justement à la surface de ces cellules. Donc ça c'est un des rôles. Le glycocalyx a aussi un rôle de reconnaissance cellulaire, et ça on verra ça plus tard. On le verra plutôt même en physio. On a parlé du noyau, de la présence de l'ADN dans un noyau, et puis ensuite on a évoqué ici la mitochondrie quand on parlait des sucres, en disant ben voilà, les sucres, ils ont un rôle aussi bien de structure, comme je viens d'en parler dans le glycocalyx, mais ils ont aussi un rôle énergétique ici dans la mitochondrie. Et donc on a parlé des sucres sous forme d'énergie. Alors on a vu que l'énergie de la cellule c'était l'ATP, mais on a bien dit que l'ATP c'était l'adénosine triphosphate, que l'adénosine elle est composée d'un sucre, mais par contre c'est pas un sucre utile, c'est juste dans la composition de l'ATP, c'est comme ça qu'est la molécule, mais par contre c'est pas un sucre qui est dégradé. Le sucre utile qui sert d'énergie, c'est du sucre qui est dégradé, donc du sucre simple qui lui va être dégradé. Source du sucre, c'était notre alimentation. On avait dit qu'il était décomposé et puis stocké ou bien utilisé directement. Ok, on avait des chaînes de sucre, des chaînes doses, donc des molécules organiques cycliques, et qui allaient ensuite être des monomères, donc se retrouver sous forme d'un seulose, qui allait rentrer ici au niveau de la mitochondrie. On a parlé de ça en expliquant que ces sucres, ils étaient soit après avoir été stockés, ils étaient libérés et ils arrivaient au niveau de la cellule, soit ils étaient dégradés et directement utilisés. On a vu que ça se situe au niveau de la mitochondrie, donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. On va travailler aujourd'hui, on va passer par ça très rapidement puisque on l'a déjà vu. Et ensuite, on va continuer, donc ça c'est le premier organite, la mitochondrie, mais on va parler des autres organites, dont on a déjà un petit peu parlé au niveau de l'introduction. Et donc, vous avez dit structure de la cellule, donc les composants, le noyau, la mitochondrie dont on a déjà parlé, et on va faire le réticulum endoplasmique rugueux, le réticulum endoplasmique lisse, l'appareil de Golgi ici en orange, en orange-rouge, et on a déjà parlé des vésicules dans la phagocytose. Ok, on va travailler sur la cellule animale et pas sur la cellule végétale, donc on ne verra pas les chloroplastes. Rappel très rapide, donc on avait vu que pour la respiration, donc c'est un peu le poumon de la cellule, la mitochondrie, donc la respiration elle se fait au niveau de la mitochondrie. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Elle fonctionne en deux étapes. Alors, quand on part d'un sucre, on a vu que l'énergie, donc, elle était prise à partir d'un sucre,
mais que l'organisme de temps en temps pouvait avoir une option bis, on va dire, et même encore une troisième option qui était d'abord les sucres, deuxième plan s'il n'y a pas de sucre, vous vous souvenez, c'était les lipides, hein, donc on va aller dans notre stock de graisse, et puis ensuite on va aller puiser dans notre stock de protéines, qui est à ce moment-là problématique. Hein. Donc, premier cas de figure le plus simple, c'est l'utilisation d'un sucre. On avait vu que le glucose, par exemple, hein, allait être divisé en deux molécules qui ne sont plus cycliques, du coup, de 3 carbones. Hein. Donc on avait bien un ose qui était cassé en deux molécules linéaires de 3 carbones. Donc on a un ose à 6 carbones qui devient deux molécules à 3 carbones qui sont mes deux pyruvates. Mes deux pyruvates, ils sont formés, donc le fait de casser le glucose en deux pyruvates, ça se passe dans le cytoplasme. Donc ça se passe ici, dans la partie liquide de la cellule, hein, liquide un peu gel. Et ensuite, ces deux pyruvates, par contre, là, ils vont traverser la membrane et rentrer réellement dans la mitochondrie. Okay, donc c'est la forme pyruvate qui rentre dans la mitochondrie. Elle va être chapeautée d'un acétylcoenzyme A, hein, qui va venir se fixer au pyruvate. Et une fois ce petit chapeau accroché au pyruvate, il peut rentrer dans le cycle de Krebs. Hein, c'est un peu une clé d'entrée, si vous voulez. L'étape 1. Et donc on va avoir une chaîne de réaction que je vous demande pas de connaître, mais comprendre que le cycle de Krebs va créer une chaîne de réaction qui va, lors de cette réaction, fabriquer du... Je ne sais pas si je l'ai ici. NADH. Attends, j'essaie de voir si j'ai une illustration qui est plus claire. Ouais. Ici, vous l'avez, du NADH et du FADH2. En plus de H+. Donc, on va avoir formation de NADH, okay, FADH2, et formation de H+, qui vont être libérés ici. Ensuite, ces NADH et FADH2, c'est eux, ah ben ils étaient là, voilà, je vous dis bien qu'ils étaient écrits quelque part, donc ici, NADH et FADH2 au-dessus de la ligne, ils vont être envoyés dans la suite de la réaction, donc c'est ceux qui vont être fabriqués au niveau du cycle de Krebs, et ça va permettre d'enclencher une réaction qui est la phosphorylation oxydative. Et la phosphorylation oxydative, c'est là qu'on a réellement l'usine de fabrication des ATP, comme on avait vu précédemment. Ok ? Donc, ça c'est quelque chose d'important, de comprendre que chacune des étapes va permettre de fabriquer certaines ATP. Et donc déjà, les parties, ici la glycolyse, elle permet de fabriquer 2 ATP. Ok ? Ensuite, ici, on va fabriquer 2 ATP. Et là, on va en fabriquer 34. Et donc, au final, on va avoir 38 ATP fabriqués, ou 36 si ici, dans certains cas, il va y avoir une consommation d'ATP. Ok ? Donc, de 36 à 38 moles d'ATP vont être fabriqués par mole de sucre qui rentre. Okay, ou molécule par molécule de sucre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, hein? Ce qui va nous intéresser, donc la première, le cycle de Krebs, c'est une chaîne de réaction. On l'a vu en début de cours, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est évidemment la phosphorylation oxydative. La phosphorylation oxydative, c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qui se passait entre les deux membranes. Et donc, on était dans la matrice et on avait donc sorti de H+, entre ma membrane externe et ma membrane interne de ma matrice, qui est schématisée ici. La membrane externe ici et la membrane interne de la matrice ici, schématisée. Mon cycle de Krebs a lieu au niveau de la matrice. On avait expliqué que donc, le cycle de Krebs fabriquait des NADH et du FADH2. Ici, on vous montre l'utilisation du NADH. On a vu aussi qu'il fabriquait du H+. Hein. Et donc, on avait vu que le NADH, ici, allait se diviser en NAD+, plus H+. Et en faisant ça, il allait libérer ici un électron qui allait permettre d'activer cette première pompe, si vous voulez, qui va faire sortir du H+, de l'intérieur de la matrice vers l'extérieur. Ensuite, on va avoir à nouveau, je vous ai dit que cytochrome C, tout ça, je ne vous demandais pas, mais donc un transfert vers une deuxième protéine, et puis ensuite vers une troisième, et c'est de nouveau ce qu'on avait vu, hein, les protéines, elles sont souvent, si c'est une chaîne de réaction, elles sont souvent situées les unes à côté des autres dans la membrane plasmique, et bien ici dans la membrane
mitochondriale, membrane interne, c'est la même chose. Et donc, on va avoir première sortie de H+, encore du H+, qui sort, et à nouveau du H+, qui sort. Ce qui va stopper la réaction de ces électrons, c'est l'arrivée de l'oxygène, qui va se lier avec des H+, et donc il lui manque des électrons, donc il va prendre les électrons de cette chaîne de réaction pour faire de l'H2O. Et donc ça, c'est la fin de ce cycle d'électrons. Donc ces flèches-là, c'est des électrons. Et on avait vu que l'électron, c'est un peu, c'est carrément de l'électricité. Donc c'est un peu comme s'ils se prennent tous une décharge les uns après les autres, tic, une décharge, qui fait chaque fois sortir des H+. Ici, on a donc du coup une concentration plus importante de H+, entre les deux membranes, puisque tous ces H+, sont poussés vers la sortie, et donc vont arriver ici. Ce qui fait que, on a vu le transport secondairement passif, vous vous souvenez, et on va avoir ici automatiquement une volonté des H+, de re-rentrer vers le milieu qui est moins concentré en H+, et donc ils vont re-rentrer tout seuls. En rentrant, je vous avais dit, ça fait l'effet d'une turbine, donc c'est vraiment un flux de H+, qui traverse cette protéine transmembranaire, et en traversant cette protéine transmembranaire, elle va fournir l'énergie pour fabriquer l'ADP, qui est ici, et l'accrocher en phosphate, donc ça devient de l'adénosine diphosphate qui devient de l'adénosine triphosphate. Ok, et donc on va avoir du coup cette formation des ATP. Et donc c'est comme ça qu'est formé l'ATP, par justement cette chaîne de réaction qui est le cycle de Krebs qui fournit NADH, les H+, et c'est la même chose avec FADH2, mais donc on va avoir NADH et les H+. Les H+ vont être poussés vers l'extérieur grâce à l'énergie fournie par la division de NADH en NAD++ plus H+, qui fournit un électron et qui fait une sorte de chaîne de réaction avec les 3 protéines qui vont être ici, les unes à côté des autres. Et je vous disais, en plus, il y a même ça c'est le quinone et le cytochrome C, qui sont donc d'autres molécules qui vont permettre le transport de cet électron. Et ça, je ne vous demande pas de connaître. Comprenez que les électrons vont passer d'une protéine à l'autre, poussant chaque fois les H+ vers l'extérieur, qui du coup reviendront de manière automatique vers l'intérieur. Alors, maintenant, si on continue, donc ça c'était pour la mitochondrie, donc le rôle de la mitochondrie, qu'on avait donc déjà vu, mais qu'on revoit vite fait. Donc ça c'était bien un des organites importants situés dans le cytoplasme. Autre élément qu'on va trouver dans le cytoplasme, ce sont ces ribosomes. Okay, les ribosomes, c'est ceux qui sont ici, ces petites boules bleues que vous voyez ici. C'est pas celle-là, ça c'est les protéines fabriquées. Donc ici, c'est les petites boules bleues que vous voyez ici. Et en réalité, on va aussi avoir des ribosomes libres qui ne sont pas dessinés dans ce schéma-ci, mais on a des petits points à l'extérieur qui sont aussi des ribosomes libres. Alors, son rôle, c'est d'assembler les protéines cellulaires. Donc, c'est un peu la machine à coudre. Alors, moi, à chaque fois, je les imagine toujours, ces systèmes de fonctionnement comme un peu des sortes de Pac-Man. Mais donc on avait vu que la structure de la protéine, c'était un enchaînement d'acides aminés qui est une sorte de collier de perles. Et ce qui va lier ce collier de perles, qui va accrocher chaque perle les unes après les autres, et créer donc du coup cette chaîne d'acides aminés qui est donc la base de la protéine, qui donne donc un polypeptide, qui est une protéine, en fonction de sa longueur, on va avoir du coup cet outil, ici, le ribosome, qui va permettre l'accroche des acides aminés les uns derrière les autres. De quoi est-ce qu'il est composé? Il est composé d'ARN et de protéines, donc c'est elle-même une protéine. Et on verra d'ailleurs que les ribosomes, eux, ils sont synthétisés au niveau du nucléole, donc ils sont situés dans une partie particulière du noyau, et donc c'est la seule protéine qui sera fabriquée dans le noyau. Toutes les protéines sont fabriquées par les ribosomes. Mais bon, comme les ribosomes fabriquent des protéines, il faut bien qu'eux soient fabriqués quelque part, et on verra que donc c'est de l'ARN et de la protéine, et donc ça c'est la seule chose qui va se retrouver ici. Toutes les autres protéines, la seule protéine qu'on va retrouver ici, toutes les protéines qui sont fabriquées par les ribosomes ici, et donc du coup elles sont fabriquées à l'extérieur du noyau. Okay, donc il n'y a que le ribosome qui est fabriqué dans le nucléole, c'est l'unique protéine fabriquée dans le nucléole, toutes les autres protéines sont fabriquées à l'extérieur. On a deux possibilités, soit libre, ici, donc libre dans le cytoplasme, soit fixé, c'est-à-dire fixé au réticulum endoplasmique, qui devient du coup le réticulum endoplasmique rugueux. Il est rugueux parce que justement il a plein de petites boules. Alors, l'important c'est que ici, les ribosomes libres, ils doivent être en polyribosome, donc ils doivent s'associer à d'autres ribosomes pour être actifs. Ils ne sont pas actifs tout seuls. Donc les ribosomes libres tout seuls, ils ne sont pas actifs, ils doivent se mettre en
polyribosomes pour être fonctionnels et fabriquer des protéines, alors que les ribosomes qui sont fixés, eux, dès qu'ils sont fixés à la membrane, ils sont actifs. Alors, les protéines qui ont un usage interne, donc les protéines qui sont fabriquées pour être utilisées au niveau de la cellule, elles sont justement fabriquées par ces polyribosomes libres. Ok? Et on va avoir aussi ici les protéines qui vont servir à être dans la membrane, celles qu'on a vues, les protéines transmembranaires. Celles-là, par contre, elles vont, on verra, être fabriquées par morceaux ici de membrane qui se détachent. Donc on va avoir du coup ici fabrication de membrane avec des protéines qui vont se détacher et s'insérer ici dans la membrane pour la renouveler. Donc ça, on verra après. Donc deux possibilités. Les libres, c'est pour le fonctionnement de la cellule, alors que les protéines qui sont fabriquées ici, on verra qu'elles sont fabriquées par le ribosome et stockées ici dans le réticulum. Elles vont partir sous forme de vésicule et elles ont pour but, elles, d'être excrétées vers la sortie. Donc ça, c'est des protéines qui ont pour but d'être sécrétées dans le milieu extérieur. Okay, elles ne sont pas utilisées à l'intérieur de la cellule, elles sont utiles soit à une autre cellule, soit ici au milieu donc un outil de communication par exemple au niveau des autres cellules. Okay, donc tout ce qui est, si on est dans une cellule de sécrétion, eh bien à ce moment-là évidemment la sécrétion est composée de protéines dans certains cas. Le mucus fabriqué, par exemple, il va être riche en protéines. Donc on va avoir deux possibilités, soit ici, protéines fabriquées qui est directement utilisée à la cellule, soit protéines fabriquées ici, stockées ici, et évacuées directement vers l'extérieur. On voit que ça passe par un autre organite qui est donc l'appareil de Golgi, qu'on verra après. Ou autre possibilité, ils fabriquent des protéines qui sont directement insérées dans des morceaux de membrane, et ces morceaux de membrane sont directement intégrés ici, dans la membrane plasmique, par exemple. Okay, donc c'est les trois endroits où on trouve des protéines. Protéines dans les sécrétions, protéines dans le cytoplasme qui sont directement utilisées à la cellule, et les protéines qu'on va retrouver transmembranaires ou membranaires, et qui vont être, du coup, c'est carrément des morceaux de membrane qui sont renouvelés et qui sont intégrés dans la membrane plasmique, par exemple. Justement, par rapport à ces membranes intracellulaires, alors, attendez une seconde. Voilà, un petit truc à régler. Donc, au niveau de ces différentes membranes, donc on a bien un réseau de membranes, comme vous voyez. Ici, on a des membranes. La membrane du réticulum endoplasmique rugueux, la membrane du réticulum endoplasmique lisse. On a ici la membrane de l'appareil de Golgi et la membrane plasmique. Donc ici, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en réalité, tout ça, c'est une sorte de réseau de membranes. Des membranes qui sont à l'intérieur, la membrane du noyau aussi, donc la membrane nucléaire. Et je vous avais dit, ça je vous en avais parlé, si vous regardez, alors ici, c'est pas bien dessiné, mais dans votre syllabus, il est mieux fait. Où est-ce qu'elle était, la membrane qui était bien... Je vous l'ai fait en classe. Je ne suis plus sûre que je vais retrouver le schéma avec ce noyau. Non. Mais donc la membrane du réticulum endoplasmique rugueux, en réalité, c'est une prolongation de la membrane externe du noyau. Ici, c'était là qu'on la voyait bien. Si vous regardez ici, voilà, c'était ça. Si vous regardez ici, vous voyez que on a une mauve foncée là. En réalité, on va avoir une membrane interne, une membrane externe qui est traversée par des pores nucléaires. Et en réalité, vous allez avoir ici la membrane externe, qui continue et qui se transforme en membrane du réticulum endoplasmique. Vous voyez ici? Donc en réalité, c'est une continuation de la membrane. Toutes ces membranes, elles sont liées. Et ici, donc de nouveau, on le voit, que d'un coup, elle passe en mauve clair pour montrer que c'est le réticulum endoplasmique, mais c'est bien une continuité de la membrane externe du noyau. Là, dans la cellule végétale, on le voit très bien. Vous voyez bien que c'est ici la membrane externe qui continue. Alors, donc ça c'est quelque chose d'important. Parce que donc on comprend du coup que c'est une sorte de réseau continu de membranes. Et on va voir que du coup il y a possibilité d'avoir des échanges entre ces différentes membranes, puisqu'elles ont une structure de double couche phospholipidique assez semblable.
Et donc, c'est bien un réseau intracellulaire de membranes qui sont liés par prolongement et qui permettent des échanges de certaines portions par vésicule. Donc, il y a deux éléments, soit reliés par prolongement, c'est-à-dire que justement on a la membrane du noyau, par exemple la membrane externe qui continue et qui se transforme en la membrane du réticulum endoplasmique rugueux par exemple. Et puis on a vu qu'il y avait des parties discontinues comme ici, hein, entre le réticulum endoplasmique rugueux ou lisse et l'appareil de Golgi qui n'est pas directement accroché, il y a un échange par vésicule. Donc elles vont échanger ici, si vous regardez, elles échangent une partie, une vésicule avec qui contient des protéines. Et en fait, cette vésicule qui contient des protéines, elle va venir fusionner ici. Mais donc du coup, la membrane de la vésicule, elle appartient maintenant, elle fusionne avec l'appareil de Golgi. Et de l'autre côté, donc on voit qu'il y a un côté cis et un côté trans, c'est-à-dire qu'il y a un côté d'entrée et un côté de sortie. De l'autre côté, hein, après avoir que les protéines aient circulé ici dans l'appareil de Golgi, eh bien, si chaque fois il y avait un morceau de membrane qui venait s'ajouter, cet appareil de Golgi ferait grandir. Et bien, en fait, de l'autre côté, on a à nouveau formation d'une autre vésicule, qui est aussi une partie de membrane, hein, qui a absorbé les protéines après tout leur passage. On verra ce qui se passe dans l'appareil de Golgi, mais donc tout leur traitement, ben à la fin, il y a à nouveau une vésicule qui se forme, et cette vésicule, elle va, ici, la vésicule de l'appareil de Golgi, elle va elle aussi fusionner avec la membrane plasmique. Donc on a bien une membrane qui partait de là, qui fusionne ici, et ici une membrane qui s'en va et qui fusionne ici. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir partager des morceaux de membrane. Et donc parfois on a aussi un partage direct, mais donc l'idée c'est qu'on va avoir des morceaux de membrane avec des protéines dedans, hein, ou en nombre variable, mais donc qui vont ensuite fusionner. Donc il y a des échanges de portions de membrane. Ok ? Et donc pourtant elles vont avoir des structures et des fonctions différentes. Donc elles ont quelque chose de similaire, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se transmettre, mais elles vont avoir des structures par contre qui sont légèrement des structures légèrement différentes, hein, donc qui doivent être adaptées, par exemple par rapport aux protéines, ou ce genre de choses là. Okay, donc une concentration de protéines ou au contraire pas. Donc on verra qu'il y a quand même des petites différences, mais qu'il y a quand même une sorte de continuum et d'échange de portions. Les membranes, c'est bien l'enveloppe nucléaire dont j'ai parlé, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes, hein, qui sont aussi fabriqués de membranes, peroxysome, vacuole et la membrane plasmique. Okay, lysosomes, c'est ceux qu'on avait vus qui faisaient la lyse. Peroxysome, on l'a pas encore vraiment vu, mais c'était contre les éléments toxiques, mais ça c'est pas grave. La vacuole, qu'on a vu surtout dans la réserve d'eau des végétaux. Mais on peut avoir des vacuoles, il y a d'autres vacuoles, et puis ensuite on va avoir la membrane plasmique, qui est donc la membrane cellulaire. Alors au niveau du réticulum endoplasmique, okay, c'est le lieu de synthèse des protéines, okay, et principalement des protéines de sécrétion et des protéines membranaires. Hein, on a vu que ceux qui étaient les ribosomes libres, eux, ils synthétisaient les protéines qui étaient utiles à la cellule immédiatement. Okay. Et donc on va avoir protéines de sécrétion et protéines membranaires qui vont être synthétisées au niveau de ce réticulum endoplasmique, hein, donc à ce niveau-ci, à l'intérieur, ici, du réticulum, de ce labyrinthe de réticulum. Donc c'est bien les petites boulettes bleues qui fabriquent, mais c'est comme si elles synthétisaient, donc elles fabriquaient, elles allaient coudre au-dessus d'un trou. Attendez, parce que là, en plus c'est vous qui m'envoyez vos réponses. Je vais les mettre en silencieux. Voilà. Et donc on va avoir vraiment une manière de tricoter, c'est comme si on tricote au-dessus d'un trou et que donc cette protéine fabriquée, eh ben, elle est fabriquée par contre à l'intérieur, ici, à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc cette synthèse, elle se fait à l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc, c'est la machine à coudre, si vous voulez, ou les aiguilles de tricotage, elles sont à l'extérieur du réticulum endoplasmique rugueux, puisque c'est bien des ribosomes, mais ils synthétisent et directement ça rentre à l'intérieur cette cavité ici qui est l'intérieur de mon réticulum endoplasmique rugueux. Ok, c'est ce qu'on appelle donc les citernes du réticulum endoplasmique rugueux. Elles vont communiquer du côté interne avec l'espace entre les deux membranes nucléaires. Ok, donc on a bien le réticulum endoplasmique qui est composé de citernes qui communiquent du côté interne avec l'espace entre les deux membranes nucléaires. C'est ce que je vous avais dit, c'est le schéma qu'on voit ici, hein, on voit bien que c'est bien en communication ici avec
C'est une prolongation, si vous voulez, on dirait, de la membrane externe nucléaire. Alors, au niveau du côté externe, hein, c'est là où les citernes vont porter ces ribosomes, hein, les petites boules bleues qu'on voit dans le schéma, avec le réticulum endoplasmique rugueux ou granuleux, ça dépend des ouvrages. Et s'il n'y en a pas, à ce moment-là, c'est qu'on est dans le réticulum endoplasmique lisse. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Et donc ici, elle ne porte pas de ribosome, on est bien dans le réticulum endoplasmique lisse. Alors qu'ici, on est dans le réticulum endoplasmique rugueux. On verra que c'est des lieux de synthèse de substances différentes, et on comprend qu'ici, c'est la synthèse des protéines, puisque c'est les ribosomes qui les fabriquent, et elles sont collées à l'extérieur du réticulum endoplasmique rugueux. Alors, on va avoir ces ribosomes d'ailleurs qui vont, la preuve que c'est bien un continuum si vous voulez, c'est qu'on va aussi avoir plein de ribosomes qui vont être sur la paroi externe de la membrane nucléaire. Donc le noyau, il est aussi recouvert de ribosomes, ainsi que le réticulum endoplasmique rugueux. Ok ? Tout simplement parce que c'est là qu'on fabrique les protéines, que certaines protéines sont nécessaires, on verra des protéines de structure par exemple pour le noyau. L'ADN, elle est enroulée autour de protéines. Donc l'ADN, ça n'est pas une protéine, mais elle est enroulée autour de protéines spécifiques. Et ben, par exemple, ces protéines, elles doivent être fabriquées et puis elles doivent rentrer dans le noyau. Donc on verra comment est-ce qu'il y a des protéines qui sont synthétisées et directement, même chose, comme si on tricotait au-dessus d'un trou, et donc elles sont fabriquées à l'intérieur du noyau, mais elles sont fabriquées de l'extérieur. Je vous ai dit, la seule protéine qui est réellement synthétisée à l'intérieur, c'est le ribosome, la protéine du ribosome. Toutes les autres protéines, ce sont les ribosomes qui les fabriquent, et les ribosomes sont à l'extérieur du noyau, et elles fabriquent des protéines qui sont soit dans les citernes du réticulum endoplasmique rugueux, soit elles vont envoyer des éléments directement dans le noyau, des protéines nécessaires au niveau du noyau. Alors, le réticulum endoplasmique lisse, ok, lui il a un autre rôle puisque c'est le lieu de synthèse des lipides et des hormones sexuelles. Ça semble logique. Hein. Les hormones sexuelles, on avait vu que c'était justement des dérivés de cholestérol, donc on est bien dans les lipides. Donc, justement, pourquoi j'ai mis ici au niveau des glandes? Et bien, donc, du coup, dans tout ce qui est les glandes qui ont pour but, par exemple, de synthétiser des hormones sexuelles, et ben, on va se retrouver avec un réticulum endoplasmique hypertrophié. Hein, donc, selon la cellule où elle se trouve dans le corps, et bien, si on voit que c'est une cellule sécrétrice de substances protéiques, par exemple, et ben, le réticulum endoplasmique rugueux va être très, très développé, puisqu'on a besoin de sécréter beaucoup de protéines pour les sécréter vers l'extérieur. Alors que les glandes qui, elles, vont fabriquer des hormones sexuelles, elles vont avoir besoin de beaucoup plus de synthèse de lipides, et donc du coup c'est plutôt le réticulum endoplasmique lisse qui on va voir qui sera plutôt hypertrophié, donc qui sera plutôt massif, plus important, parce que c'est son rôle, et donc plus l'organite est utilisé, plus on va le voir de manière bien observable au microscope. Alors, c'est aussi là le rôle, le lieu du métabolisme des glucides. Ok, donc c'est là qu'on va se passer. Donc, on voit dans le foie, on avait vu qu'on faisait des réserves de sucre en faisant des chaînes de glycogène. Et bien ici, c'est là qu'on va avoir un rôle de découpage, voilà, je vais chercher le mot, de découpage de ces chaînes de sucre pour donner justement des sucres simples. Donc on a bien la glycogénolyse, c'est donc bien le fait de casser du glycogène. Okay. Il a un rôle de détoxification, donc c'est par là que vont passer les substances toxiques par exemple, et c'est là qu'elles vont être annulées quoi en gros, je n'ai pas trouvé le mot, donc c'est là qu'elles vont être neutralisées, voilà c'est ça que je cherchais, donc c'est là que vont être neutralisées ces différentes substances. Dans certains cas, dans les médicaments, on verra que, on verra pas d'ailleurs, mais je vous le dis, certains médicaments, ils ont besoin justement d'être transformés par le corps et donc par nos cellules pour être fonctionnels, et d'autres, ils sont transformés pour être inactivés. Ok. Et donc on verra ici que c'est justement ces substances chimiques médicamenteuses, elles sont traitées au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Okay. Pourquoi j'ai mis foie? Mais c'est de nouveau, les cellules du foie, elles ont un rôle important au niveau de la glycogénolyse, parce que c'est au niveau du foie qu'il y a la réserve qui se fait et qu'il y a la libération qui se fait. Et c'est le foie qui a le rôle de la détoxification. Donc vous imaginez assez facilement que les cellules du foie, elles vont avoir un réticulum endoplasmique lisse hypertrophié, plus important. Hein, il est fort sollicité et donc il est mieux développé.
C'est aussi au niveau du réticulum endoplasmique lisse qu'on va avoir les réserves de calcium. Et donc, à nouveau, c'est là qu'on va avoir dans les citernes des réserves de calcium qui vont être très utiles pour la contraction musculaire, par exemple. La libération du calcium ou justement la rentrée du calcium dans les citernes du réticulum endoplasmique, lisse en l'occurrence, eh ben, ça va avoir un rôle important dans la contraction musculaire. Et donc, on imagine à nouveau que les cellules musculaires, elles vont avoir un réticulum endoplasmique lisse développé. Donc, on s'attend à avoir un réticulum endoplasmique lisse développé au niveau du foie, puisque c'est le lieu du métabolisme des glucides et de la détoxification, et les cellules musculaires aussi, puisque c'est le lieu de réserve des ions calcium dans la cellule. Ça va? Et même chose, lieu de synthèse des hormones sexuelles, donc dans les glandes fabriquant, synthétisant des hormones sexuelles, on s'attend à aussi avoir un réticulum endoplasmique lisse assez développé. Ça va? Le rugueux, il est développé plus ou moins chez tout le monde, mais il serait plus développé sur des cellules sécrétrices de substances protéiques, par exemple. Et sinon, son rôle de synthèse des protéines pour la cellule ou synthèse de protéines pour la membrane, c'est la même chose dans toutes les cellules. Ça, c'est utile à toutes les cellules. Donc ça, c'est le rôle du réticulum endoplasmique rugueux. Lien unique avec les protéines, alors que le lisse, c'est plutôt synthèse des lipides, métabolisme des glucides, détoxification et réserve de calcium. Donc vous voyez qu'il a un rôle plus élargi. Hein. Il a plusieurs fonctions, alors que le rugueux, il est vraiment focalisé sur les protéines. Et il a un rôle dans la membrane plasmique. Donc ici, justement, synthèse, on résume ça, synthèse des protéines de sécrétion, c'est une première possibilité. Hein. Donc on va avoir, de nouveau par exemple, l'insuline qui est une protéine. Hein, et bien, toutes les glandes qui vont fabriquer des protéines en grande dose, par exemple ici l'insuline qui est fabriquée par le pancréas, eh bien le pancréas, on s'attend à ce que le réticulum endoplasmique rugueux soit plutôt fortement développé. Okay. Polypeptides produits par les ribosomes qui rentrent dans la citerne par un pore, ce que je disais, on tricote au-dessus du trou, hein, et il se replie et se lie à un polysaccharide, c'est ce qu'on va transformer ça en glycoprotéine. Emballée dans une vésicule de transition, elle quitte le réticulum endoplasmique de transition. Alors l'idée c'est quoi? C'est de comprendre ici qu'on a donc bien nos protéines qui sont fabriquées ici à la lumière des citernes et qui ensuite, ici on donne pour le lisse, mais il y a la même chose ici pour le rugueux, il va y avoir formation de vésicules. Okay, donc il y a un transfert de ces protéines fabriquées auquel on met un sucre pour les neutraliser. Hein, l'idée c'est que la protéine elle n'est pas utile à l'intérieur de la citerne, elle doit avoir une utilité ailleurs, donc on la neutralise avec une sorte de capuchon de sucre pour pouvoir la transporter. Vous imaginez si vous avez une enzyme digestive, elle digérerait tout sur son passage, donc il faut d'abord la neutraliser pour pouvoir la transporter. Okay, et donc on va avoir ici notre protéine qui est fabriquée et qui va être ensuite envoyée par vésicule au niveau de l'appareil de Golgi, avec son chapeau de sucre. Donc elle est inactive, mais elle est fabriquée. Et donc elle est fabriquée et envoyée vers l'appareil de Golgi, qu'on verra juste après. Quand il s'agit par contre des synthèses de portions de membrane, hein, on a donc la production de phosphoglycérolipides, on va y arriver, et de protéines membranaires à partir de l'élément du cytosol. Elle étend sa propre membrane ou transmet des fragments par vésicule de transition. C'est ce que je vous disais. Donc elle va fabriquer une membrane avec des protéines qu'elle va directement intégrer à sa propre membrane. Et puis ensuite, elle va fabriquer une vésicule. C'est comme si on faisait une vésicule vide, si vous voulez, qui va directement fusionner avec la membrane plasmique. Okay, donc ce qu'elle envoie, c'est pas des protéines fabriquées, mais bien des portions de membrane. Donc une fois que la membrane est fabriquée, elle est évacuée et elle va fusionner. Donc synthèse de protéines de sécrétion, elle les fabrique, elle les neutralise et les envoie par vésicule à l'appareil de Golgi, membrane, elle les fabrique, les intègre déjà dans la membrane et les envoie directement au niveau de la membrane plasmique par exemple. L'appareil de Golgi, hein, ce qui est important, c'est de comprendre que l'appareil de Golgi, du coup, lui reçoit
la vésicule qui vient du réticulum endoplasmique rugueux. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Il reçoit donc ces vésicules pleines de protéines de sécrétion et elle va affiner, trier et expédier. C'est vraiment une machine d'affinage. Et donc affiner, trier et expédier, c'est-à-dire qu'elle reçoit cette protéine avec son capuchon de sucre. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Tout simplement, elle va terminer un petit peu la fabrication en retirant déjà ce chapeau de sucre pour qu'elle devienne dans sa forme finale et donc qu'elle soit active. Et ensuite, elle va trier pour savoir, bon, celle-là, on l'a fabriquée, vers où est-ce qu'elle doit aller? Ok, est-ce qu'on l'envoie directement vers la membrane pour être sécrétée? Est-ce qu'on l'envoie vers un autre organisme à l'intérieur de la cellule? Donc, c'est elle qui décide où part cette protéine qui a été fabriquée. Et cette fois-ci, donc ici, on avait vu que on parlait de citerne, donc le réticulum endoplasmique rugueux et lisse, on parle bien de citerne, alors que pour l'appareil de Golgi, on parle de sacule, donc c'est pas le même mot. Et donc il est composé de sacules, donc qui sont de nouveau, ça ressemble à l'appareil, au réticulum endoplasmique rugueux, sacules membraneux aplatis. Elle reçoit les vésicules de transition du réticulum endoplasmique du côté 6, ce que je vous disais, et elle expédie les vésicules de sécrétion du côté trans vers d'autres sites, soit vers la membrane, soit vers ailleurs dans la cellule. Elle modifie la partie glucidique, donc elle retire la partie de sucre des glycoprotéines, en passant d'une sacule à l'autre. Donc c'est-à-dire que quand la protéine avance dans l'appareil de Golgi, petit à petit, elle est modifiée jusqu'à arriver à sa forme finale active, c'est-à-dire sans son capuchon de sucre et sous la bonne forme finale. L'appareil de Golgi, par contre, c'est aussi le lieu de synthèse des polysaccharides. Les polysaccharides, c'est les chaînes de sucre. Donc on a vu que le réticulum endoplasmique lisse, c'est lui qui faisait la glycogénolyse, donc il coupait les sucres, alors que l'appareil de Golgi, c'est lui qui fabrique les chaînes de sucre. Ok? Donc ça, c'est pour le rôle de ces différents éléments-là. Vous avez une vidéo ici que je vous conseille de regarder. Ok? Une vidéo avec un lien, copier le lien dans un browser et essayer de regarder cette vidéo qui résume assez bien le fonctionnement de l'appareil de Golgi. Et donc évidemment, la suite, ce sont les lysosomes, ces fameuses vésicules qui sont particulières. Donc on a vu qu'il fabriquait l'appareil de Golgi, il fabriquait, vous verrez dans la vidéo, il fabrique différentes vésicules. Certaines vésicules vont fusionner avec la membrane plasmique et d'autres vésicules sont des lysosomes et sont donc des vésicules qui vont, elles, contenir des enzymes de digestion et qui vont être utiles ailleurs dans la cellule, justement par exemple dans la phagocytose pour aller digérer d'autres substances. Donc elles sont bien des sacs membraneux remplis d'enzymes hydrolytiques. Elles sont produites par le réticulum endoplasmique granuleux, donc rugueux. Okay. Elles sont directement... donc elles passent... Oui, donc l'appareil de Golgi, certaines vont passer par l'appareil de Golgi et d'autres vont directement être fabriquées par le réticulum endoplasmique granuleux. Mais ici, en réalité, les lysosomes, ils sont produits par ça, mais ils sont finis au niveau de l'appareil de Golgi. Il va avoir un rôle dans l'endocytose, dans la phagocytose et dans l'autophagie. L'autophagie, c'est bien le fait qu'on va avoir des enzymes digestives qui digèrent des parties de cellules dans le but, tout simplement, de renouveler des parties de cellules. Et donc, les vésicules, dans vos schémas, c'est souvent ce qui va être plus petit. Les vacuoles, c'est souvent... on parle plus de vacuoles dans les réserves d'eau de la cellule végétale. Et des vésicules, ici, ce sont plutôt quand on parle des lysosomes, par exemple. Okay. Donc, les fonctions sont plus diverses au niveau des vésicules. Cytosquelette, on verra dans une prochaine vidéo. Donc là, je vous conseille à nouveau de regarder cette petite vidéo ici, qui montre bien le fonctionnement, la suite de tout ça. Donc ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est vraiment ce mécanisme-ci, en disant des morceaux de membrane vont arriver directement ici, des protéines vont être fabriquées ici et vont être envoyées par des vésicules au niveau de l'appareil de Golgi pour être terminées et activées et ensuite envoyées par vésicule, soit ici vers l'extérieur, soit vers un autre endroit de la cellule, soit directement sous forme de lysosome, donc de vésicule. Okay, donc tout part de là. Ici, il n'y a pas de synthèse de protéines, ici c'est juste l'affinage. Tout part d'ici, où les ribosomes fabriquent les protéines qui vont être mises sous forme de vésicules pour être sécrétées vers l'extérieur ou envoyées vers d'autres organismes de la cellule. Ça va? Comme par exemple, on avait dit les phagosomes qui allaient fusionner avec les
lysosome pour donner un phagolysosome et dégrader ce qui a été absorbé depuis l'extérieur par le phagosome. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on continuera avec la suite.